Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Êtes-vous amateur d'huile d'olive? Moi, j'adore l'huile d'olive. Je cuisine beaucoup avec l'huile d'olive. Pas seulement pour les vinaigrettes, mais aussi pour faire un petit peu de friture. Oui, j'achète l'huile d'olive extra vierge, mais elle qu'on l'achète un peu partout, là, au supermarché. Mais de temps en temps, je vais me gâter et je vais acheter une petite bouteille d'huile d'olive spéciale pour mettre un peu sur certains petits morceaux de fromage, un petit poisson ou des choses particulières. Et je ne me calcule pas comme... Je ne suis pas un grand connaisseur d'huile d'olive, mais j'aime ça. J'aime essayer certaines huiles. Et à chaque année, il y a une compétition mondiale d'huile d'olive qui se passe à New York. Et ils vont déterminer c'est quelles les meilleures huiles d'olive au monde. C'est chaque année. Donc, l'huile d'olive, c'est un peu comme le vin. L'huile, c'est un produit fin, puis que, veut pas, ça va donner un accent. Tu as des huiles de très haute gamme qui sont un peu plus fruitées, plus douces, plus poivrées, amères. Il y a des huiles aromatisées. Les huiles, c'est un peu c'est le contraire du vin. Les huiles, ils ne gardent pas longtemps. 1 an, 2 ans, à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière. Et le concours, j'étais allé vérifier, j'ai un peu fouiné là-dedans, j'ai lu. J'adore ça, là. J'adore fouiner et vous en parler par la suite. Et les experts d'huile d'olive, c'est un peu comme des sommeliers. C'est vraiment particulier. Donc, le concours, il y avait 13 pays qui étaient représentés, des hommes, des femmes, du monde vraiment avec le nez très, très fin. Là. Très fin, les papilles gustatives aiguisées. Et ils ont donné des médailles d'or à certaines huiles d'olive. L'huile d'olive Orobaylen, on est sur le chemin entre Cordoba. On se dirige vers Jaén, en Espagne, et il y a des oliviers là-bas à perte de vue. C'est extraordinaire. C'est un spectacle. C'est un coin de pays, là. Cordoba vers Jaén, c'est magnifique. Puis l'huile Orobaylen, qui est une habituée. Les autres, ils gagnent souvent des médailles d'or comme meilleure huile d'olive au monde. Donc, je regardais les gagnants, les médailles d'or. Je suis tombé sur l'huile d'olive McEvoy Ranch, qui est située à Petaluma, en Californie, dans le comté de Sonoma. C'est un ranch extraordinaire. Il y a du vin, il y a des huiles d'olive. On est en Californie, mais on se croirait en Provence, on se croirait en Italie. C'est extraordinaire, les paysages. Et l'huile d'olive McEvoy Ranch a gagné une médaille d'or. C'est particulier, mais ce que j'ai aimé de la définition de cette huile d'olive-là, c'est tout simplement, c'est des choses très, très basiques, très, très normales de la vie de tous les jours. La suggestion, pour apprécier cette huile-là, il faut faire des pommes de terre rissolées et un peu de sel. C'est tout. Pommes de terre rissolées dans l'huile d'olive de McEvoy Ranch. Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé ça. J'ai adoré lire ces histoires-là. Il y a des huiles d'olive italiennes, des huiles d'olive portugaises. Donc, on est dans les médailles d'or. Ils ont distribué, il n'y a pas seulement qu'une, il y a une dizaine de médailles d'or. Il y a tellement de pays représentés. Il y a tellement d'huile de partout. C'est impressionnant. Et dans les gagnants, il y a 2 bouteilles
de Croatie, des producteurs croates. La plupart des producteurs croates dans l'huile d'olive, c'est des petits entrepreneurs. Vraiment, c'est des petites quantités. C'est fait à la main. Le pressage se fait même le jour même. Donc, ils vont récolter les olives, ils vont être pressés immédiatement. C'est vraiment très artisanal, l'huile d'olive en Croatie. Puis ça me va. En lisant sur ces huiles-là, je me suis aperçu que la plupart de ces petits producteurs-là, ils faisaient du vin. On est dans le vin, l'huile, le vin, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et là, je me suis mis à fouiller un peu sur la Croatie. On la connaît, la Croatie, cette nouvelle destination-là, destination de Méditerranée, c'est du soleil. La Croatie, de plus en plus de monde vont en vacances en Croatie. C'est douceur de vivre, la bouffe, le vin à bon prix, le vin à prix d'amis. C'est toujours extraordinaire. Le sud, il y a beaucoup de soleil en Croatie, surtout en Dalmatie. Dans Dalmatie, c'est le long du littoral vers le sud. C'est un peu comme un royaume de vacances. C'est un endroit extraordinaire. La plage de Punta Rata, c'est des paysages complètement fous. Là. On voit les rochers qui rentrent dans la mer Adriatique. Là. Une eau cristalline. C'est vraiment enchanteur. La petite municipalité de Omis, il y a une vue panoramique là, sur une rivière, la rivière Cetina, qui fait l'embouchure vers la mer. Ça n'a pas de sens. Hein? On voit ces images-là, on dit ça se peut pas. On dirait que c'est comme irréel. Tellement que c'est beau. Puis tout le long aussi de la côte croate, il y a un chapelet d'îles. On dirait, quand on regarde les photos, c'est un peu des îles un peu aux accents grecs. Mais non, on n'est pas en Grèce, on est en Croatie. Et je vous recommande un site très, très simple, croatia.hr. Croatia.hr. Si vous êtes intéressé un jour d'aller en Croatie, vous allez vraiment adorer. Qui dit olivier, dit bon vin. Bon vin. La Croatie, c'est plein d'oliviers partout. C'est plein d'oliviers partout et c'est plein de vignes. Partout aussi, il y a de la vigne, là. Il y a de la vigne, là. Et en croate, on dit Dobrovino. Donc, Dobrovino, le bon vin croate. Et c'est incroyable. La liste de cépages autochtones, c'est incroyable. C'est presque à l'infini le nombre de cépages qu'il y a sur tout le long de cette côte-là, la côte de la Croatie. C'est le pays situé, on le sait, là, sur le long de la mer Adriatique, mais il y a une partie chaude, justement, qui colle la mer, et il y a une partie un petit peu plus fraîche, une zone un petit peu plus montagneuse. Donc, tu as comme les deux mondes en Croatie. C'est vraiment spectaculaire. Les vignobles croates méritent vraiment l'attention. Les Grecs se sont installés là, et les Romains aussi, durant l'Antiquité. Mais aujourd'hui, il faut s'intéresser aux vins de la Croatie. Ils ont eu énormément d'investissements de l'étranger. Et aujourd'hui, les vins croates font partie des grands salons à travers le monde. La Croatie fabrique beaucoup de blancs et beaucoup de mousseux qui sont fabriqués avec des cépages un peu particuliers. Dans le nord de la Croatie, beaucoup de blancs, beaucoup de mousseux. Et en rouge, le cépage vedette, le cépage, c'est l'équipe d'étoiles, je peux dire, de la Croatie, le cépage Pavlak Mali. C'est une variété de raisins très, très foncés. On les appelle les raisins noirs à peau épaisse, qui donnent des vins très juteux, très, très rouges, puissants. Le Pavlak, on va l'appeler comme ça, le Pavlak, c'est une bombe de fruits, vraiment, là. C'est une bombe de fruits ils vont faire dormir ce jus-là dans des fûts de chêne slovènes. Ils vont passer 2 ans, 3 ans. Il y a un Pavlak qui est tout à fait incroyable de la maison Milos.
Milos.hr, si vous voulez aller voir. La maison Milos, c'est incroyable. C'est un cépage merveilleux que les Croates aiment tellement, le Pavlak, qu'il y en a partout en Dalmatie. Dans le sud, il y en a partout. Où est-ce qu'il y a du soleil, le Pavlak adore le soleil. Et le Pavlak Mali, c'est son nom. Lui, il a comme parent un cépage très, très vieux. Un cépage qui arrive de la nuit des temps. On ne sait pas d'où il vient. Les Phéniciens l'adoraient. C'est un cépage très mystérieux. Et son nom, c'est le Sergenac. Et le Sergenac, lui, il a traversé la mer Adriatique. On s'en va en Italie, juste de l'autre côté. Le Sergenac, ou plutôt le Primitivo. Le Primitivo, c'est une grappe de fruits noirs. C'est le même raisin qui adore le soleil, qui adore le climat chaud. Vous avez l'image de l'Italie, là, de cette terre-là. Mais la carte de l'Italie est en forme d'une botte. Et le talon de l'Italie, ben, c'est Puglia. En français, les Pouilles. C'est un territoire qui, partout, il y a du Primitivo. C'est là qu'il pousse, le Primitivo. Et les Italiens sont très, très fiers de leur Primitivo, qui est, pour le sud de l'Italie, ben c'est vraiment la grande vedette. Donc, la migration qui s'est faite de la Croatie vers le sud de l'Italie, qui fait... il y a des légendes, là, tu sais. Il y a même une légende qui disait que ce vin-là, que ce cépage-là avait traversé la mer avec les oiseaux, une sorte de légende. Un 100% Primitivo, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je le bois assez souvent. Son nom, c'est Mother Zin. La mère Zin. Il faut le servir un peu frais. Il y a même un peu plus frais que d'habitude pour un rouge. Mais il n'y a pas de lourdeur. Même s'il y a un petit peu plus de sucre, il n'y a vraiment pas de lourdeur du tout, même si c'est un vin assez puissant, fruité, cerise, petit reflet orangé. Mother Zin, qui est un vin que j'adore, que j'achète régulièrement. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi un vin italien peut porter le nom de la mère Zin? Le diminutif de Zinfandel. Le grand Zinfandel, c'est le grand cépage. Le cépage, c'est quasiment 100% américain. Je vous explique. Un jour, la curiosité de George Gibbs. George Gibbs, qui était un pépiniériste américain, est de retour après un voyage en Europe. Gibbs ramène des boutures de vignes sans trop savoir ce qu'elle était. Et ce Gibbs-là qui revient chez eux et installe ces vignes-là dans la région de Long Island à New York. Et il s'en est servi pour faire du raisin de table. Et des années plus tard, ces pieds de vigne-là, qui arrivaient d'Europe, se sont transportés en Californie. Et c'est là qu'est né le fameux Zinfandel. C'est là qu'est né un peu comme un genre de patrimoine américain. Le Zin, c'est lui qui a rendu riches les producteurs, tous les grands producteurs de l'Ouest, de la Californie, de l'Ouest américain. Tous ces grands producteurs-là sont venus riches avec le Zinfandel. On pense tout de suite au White Zinfandel de Gallo ou de Souter, des vins bonbons, un rosé à fermentation bloquée. Donc, on bloque la levure meurt, et avant de convertir tout le sucre en alcool, ça nous donne des vins sucrés. Et le fameux White Zinfandel, qui est un succès inimaginable, un succès de vente hors du commun. C'est ça qui a mis au monde le vin en Californie, le vin de masse. Mais aujourd'hui, le Zinfandel est beaucoup plus approfondi. De nos jours,
Le Zinfandel fait des crus tout à fait magnifiques et souvent, on peut avoir quelque chose à prix intéressant. Des fois, on n'est pas obligé de payer une fortune pour un Zinfandel. Il y a des Zinfandel qui font vraiment la job. Je vous demande de noter un Zinfandel très intéressant, le Fred, c'est Fred Klein avec son amoureuse. Fred Klein qui fait un super zine. Moi, je l'appelle mon super zine magique. La Klein Winery, qui est à quoi? 50 km au nord de San Francisco. Justement, un rouge violacé. Un goût un peu mentholé. C'est normal. C'est incroyable. À proximité des vignes, il va pousser de l'eucalyptus. Et l'eucalyptus va donner justement ce petit côté un peu mentholé au vin. Donc ici, là, cerise noire. On dirait des cerises qui ont comme brûlé un peu au soleil. Il faut carafer ce vin-là. Le Klein Zinfandel Big Break, c'est son nom. Big Break, Klein Zinfandel. Vous allez vraiment là, être surpris. Vous le carafez, vous le dégustez. Et on parle de soleil, justement. Le soleil de Californie, ben c'est le même soleil qu'à Puglia en Italie. Et c'est le même soleil qu'en Croatie. On s'évade et on suit la migration. La migration commence avec le Sergenac et on s'en va vers le Pavlak Mali. On traverse l'Adriatique, c'est le Primitivo. Et on traverse l'Atlantique, c'est le Zinfandel. C'est le même cépage. Quelle histoire incroyable pour ce raisin puissant, fruité et intemporel. Vive le Zinfandel.